Salut à tous! Dans nos deux premières vidéos sur la problématique, nous avons vu la définition de la problématique et ensuite une méthode en 3 étapes pour la trouver à coup sûr. Aujourd'hui, on va passer à la pratique. Je vais vous aider à appliquer cette méthode sur 3 sujets différents pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne concrètement. Prenez une feuille de brouillon pour suivre avec moi et n'hésitez pas à faire pause de temps en temps, ça vous servira d'entraînement. Donc pour commencer, on va prendre un sujet qui date de 2007, qui était tombé en série L, et qui s'appelle «Toute prise de conscience est-elle libératrice?» Donc on va parler à la fois de la question de la liberté, mais aussi de la notion de la conscience. La première chose qu'on fait du coup pour démarrer tout sujet, c'est qu'on fait notre petit chemin de la pensée. Ici, on a le sujet qui essaye de cacher dans ses valises le présupposé. Il va impacter, qui ça, les enjeux. Et nous, on va arrêter le sujet en plein milieu avec notre probléma, c'est-à-dire notre problématique. Voilà. Donc ça va être un peu votre aide-mémoire pour vous rappeler de toutes les étapes. Vous pouvez noter un 1, c'est votre première feuille de brouillon, et vous pouvez même numéroter les étapes pour ne pas vous tromper dans l'ordre. Donc, on a la lecture du sujet, ça c'est 0, c'est au démarrage. Ensuite, on a les enjeux, 1, les présupposés, 2, et la problématique, 3. Donc, on va démarrer avec les enjeux. La façon dont j'aime bien travailler les enjeux, moi, c'est en disant, on prend une feuille à part sur laquelle on note enjeu, et on va faire 4 colonnes, et dans chacune de ces colonnes, on va noter 4 domaines possibles dans lesquels notre sujet va avoir un impact. Le premier domaine, ça va toujours être les arts, le second, la morale, le troisième, la politique, et le quatrième, les sciences. Et à partir de ça, vous allez pouvoir regarder, est-ce que mon sujet a un impact ici, ici, ici ou ici, ou peut-être même les 4. Donc là, commençons à réfléchir un peu à notre sujet. Toute prise de conscience est-elle libératrice? Avoir une prise de conscience qui nous rend libre, ça veut dire que, au démarrage, on était peut-être dans l'illusion, on était peut-être dans l'erreur, et du coup, on était esclave de nos illusions, esclave de nos erreurs. Et donc, un des premiers enjeux que ça va pouvoir poser, ça va être la question de la vérité, notamment dans les sciences. Puisque le fait de prendre conscience, c'est un peu le eureka d'Archimède. Ça y est, j'ai trouvé, je suis sorti de l'erreur, je suis sorti de l'illusion. Et donc, le premier pas dans les sciences va être la prise de conscience. Et donc, si la prise de conscience n'est pas forcément libératrice, ça va impacter notre quête de la vérité. Ensuite, je réfléchis, je me dis, en morale, en politique, qu'est-ce que ça peut avoir comme enjeu? En morale, la liberté, elle a toujours un enjeu très, très important qui est la question de la responsabilité. Et là, on peut prendre des exemples très concrets. Par exemple, chez les enfants, on considère que 7 ans, c'est l'âge de raison. C'est le moment où l'enfant prend conscience, devient autonome. Et donc, il n'est pas forcément plus libre, puisque les responsabilités le contraignent. Il devient responsable, il doit rendre des comptes, il a des devoirs. Et donc là, il a moins de liberté. Pardon. Et donc ici, toute prise de conscience est-elle libératrice? Clairement pas, à cause de la question de la responsabilité, ça va avoir un impact fort ici. Est-ce que maintenant, ça peut avoir un enjeu en politique? Toute prise de conscience est-elle libératrice? Si je me place du point de vue des dirigeants politiques, est-ce qu'ils sont plus libres quand ils prennent conscience de quelque chose? Peut-être oui. Par exemple, je prends conscience que, le changement climatique est un enjeu important. Est-ce que ça me rend plus libre? Non, pas tellement, j'ai plus de responsabilités. Mais à l'inverse, si je prends pas forcément conscience de quelque chose, je suis plus libre. Il y avait des politiques qui disaient: «Toute action exige l'oubli». Donc ici, il y a la question de l'oubli ou du fait de dire: «Je peux écarter des sujets, écarter des enjeux». C'est l'idée de pouvoir faire abstraction. Et donc au contraire, moi je ne veux pas prendre conscience, je veux rester vraiment
dans mon idéologie, je veux rester dans ma façon de penser pour être plus libre et ne pas être contraint par la vérité ou les responsabilités. J'insiste ici sur le fait que je ne mets pas de jugement moral là-dessus, je me place juste du point de vue des enjeux politiques que peuvent avoir certains dirigeants. Ensuite, on a la question des arts. Alors, est-ce que ça peut impacter les arts, cette question de la conscience et de la liberté? Alors, je me mets par exemple à la place d'un artiste, alors, en jazz ou même en hip-hop, quelqu'un qui est sur scène et qui a besoin de liberté pour pouvoir s'exprimer. Alors, il est contraint parfois par les paroles, par la mélodie, et cetera, mais s'il veut improviser, donc par exemple dans le champ de l'improvisation, il veut être dans le flow, l'artiste. Et qu'est-ce qui lui permet d'être dans le flow? Est-ce que c'est une prise de conscience ou au contraire, est-ce que c'est le lâcher prise? Là, il y a un vrai sujet. Et donc, si toute prise de conscience est libératrice, ça contredit un petit peu ce qui se passe dans le champ de l'improvisation. Et on peut se demander, est-ce que quelqu'un qui improvise, par exemple, qui fait un concert au piano et qui improvise un passage, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une prise de conscience extrême ou au contraire, qui est dans un abandon et qui se laisse aller parfois à l'inconscient? Donc là, vous avez 4 enjeux possibles pour votre sujet. Vous notez 2, c'est votre deuxième feuille de brouillon. Et ça va pouvoir vous guider quand vous sentez que votre dissertation, elle risque de manquer de concret. Et puis dans l'introduction, il faut dire pourquoi ce sujet est important. Vous avez 4 colonnes dans lesquelles vous pouvez piocher. Mais aussi, et là on le fait rapidement, mais le jour du bac, n'hésitez pas, comme je l'ai fait, à mettre des exemples. Dire, là vous avez Archimède, là vous avez celui qui fait une battle de hip-hop, etc. Pour être bien sûr que vous avez tout consigné et que ça peut vous aider par la suite. Enjeu, c'est fait. Une fois qu'on a fait les enjeux, on peut maintenant passer aux présupposés. Donc, on prend une nouvelle feuille de brouillon, on note présupposé, on numérote, et là, on fait, comme pour les enjeux, on utilise nos aides-mémoires. Donc on se dit, il y a plusieurs types de présupposés. Moi, j'en ai proposé 5 dans la vidéo précédente. Donc on a l'existence, je présuppose que quelque chose existe, on a la possibilité, on a la valeur, je présuppose que quelque chose a telle ou telle valeur, on a le présupposé de différence, et on a le présupposé de définition. Voilà. Donc on prend notre sujet et on essaye de le faire passer à travers tous ces types de présupposés pour regarder si nous, on en a un. Donc le sujet, c'est toute prise de conscience est-elle libératrice? Dans la façon dont le sujet est formulé, quand on dit toute prise de conscience est-elle libératrice, on sous-entend qu'il y a des prises de conscience qui sont libératrices. Et la question qu'on pose, c'est, il y en a quelques-unes qui sont libératrices, mais est-ce qu'elles le sont toutes? Donc le présupposé, c'est un présupposé d'existence. On présuppose que il y a des prises de conscience qui sont libératrices. Et c'est pas du tout évident. Vraiment loin de là. Donc, on va utiliser ce présupposé pour nous aider dans la rédaction de notre problématique. Et notre problématique, elle va nous aider à interroger ce présupposé pour s'assurer que le sujet ne nous a pas fait passer des idées en douce. Une fois que vous avez trouvé votre présupposé, on passe maintenant à la problématique. Et donc la problématique, si vous vous rappelez bien, après la vidéo précédente, vous savez qu'on va la formuler à partir d'une opposition de concepts entre deux définitions. Donc vous notez définition 1 versus définition 2. Vous pouvez même mettre une ligne comme ça en plein milieu pour vraiment voir qu'on oppose deux pensées. Et là, ce qui va être en jeu, comme notre présupposé, c'est le fait qu'il y a des prises de conscience qui sont libératrices, nos définitions, ça va être des définitions qui reposent sur qu'est-ce que c'est une prise de conscience? Qu'est-ce que ça peut vouloir être une prise de conscience? Et là, on va s'apercevoir qu'il y a deux définitions différentes de la prise de conscience qui vont s'opposer et qui vont expliquer que notre sujet, dedans, il y a une contradiction, un problème philosophique qui va donner notre problématique. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir
comme définition opposée de la prise de conscience? Bah, pour nous aider, on peut partir de la définition la plus simple, qui est la définition qui est presque sous-entendue par le sujet. C'est-à-dire le fait qu'une prise de conscience, c'est une découverte, une remise en cause. Et que là, cette découverte, c'est une découverte de quelque chose qui était de l'ordre de l'illusion, de l'erreur, de la tromperie. Donc, cette découverte, cette remise en cause, elle va me permettre d'arriver à la vérité. Donc, c'est une définition qui est plutôt positive de la prise de conscience. C'est une prise de conscience comme libération, justement. Mais on s'aperçoit qu'on peut avoir une autre définition de la prise de conscience. Quand on a travaillé sur les enjeux, on a vu que la prise de conscience, parfois, c'est quelque chose qui amenait de la responsabilité, qui nous empêchait de faire abstraction, qui nous empêchait d'improviser. Et donc cette fois-ci, ça va être une prise de conscience comme fin de l'innocence, ou comme fin de l'inconscience, la fin d'un état d'abandon ou de liberté. Et donc là, cette fin de l'innocence, etc., on peut dire, bah, c'est la question de la responsabilité. Et c'est vu un peu plus négativement, puisque cette prise de conscience, elle va nous rendre beaucoup moins libres. Et là, on voit que du coup, notre sujet, il oppose deux définitions qu'on va pouvoir reformuler dans la problématique. Et donc là, je vous le fais à voix haute. Votre problématique, vous pouvez la formuler ainsi. Donc vous prenez une nouvelle feuille, vous notez problématique, vous numérotez bien 5, et vous la reformulez en utilisant ça. Donc, définition 1 ou définition 2, point d'interrogation. Et ça nous donne, je cite, la prise de conscience est-elle une étape dans notre découverte de la vérité ou est-ce la fin de notre état d'inconscience et d'innocence? Point d'interrogation. Et là, vous avez quelque chose qui va ensuite vous aider à rédiger vos parties et à examiner ces définitions pour voir si elles sont justes, si elles peuvent être argumentées et comment est-ce qu'on peut ou non les dépasser pour répondre cette fois-ci au sujet. Voici pour cette première annale de philosophie. Passons à un sujet suivant, cette fois-ci en série technologique pour l'année 2024. Le sujet est le suivant: la nature est-elle hostile à l'homme? Donc, pareil, là on va aller un petit peu plus vite, mais si c'est le jour du bac, vous refaites ce petit dessin, c'est un moyen mémotechnique de ne pas oublier différentes étapes, et on commence tout de suite avec les enjeux. Alors, les enjeux pour ce sujet. La nature est-elle hostile à l'homme? Là, vous réfléchissez vraiment de façon libre. La nature est-elle hostile à l'homme? La nature est-elle hostile à l'homme? Ça veut dire qu'on considère que la nature, c'est quelque chose qui nous rend moins libre. La nature, c'est quelque chose qui s'oppose à nous. La nature, c'est quelque chose, du coup, qu'on doit petit à petit dominer vis-à-vis de qui on a besoin de se battre. Donc on voit que, par exemple, en politique, un enjeu, c'est la question de la domination de la nature. Si la nature, c'est quelque chose qui nous est hostile, ça veut dire qu'il y a une guerre presque avec la nature et qu'il faut gagner cette guerre. Il faut dépasser la nature, s'en rendre maître et possesseur, comme disait Descartes. Donc là, il y a un enjeu fort qui est que si la nature nous est hostile, bah, une des choses qu'on doit faire en politique, c'est faire des lois qui nous permettent de dominer la nature. À l'inverse, si la nature nous est pas hostile et qu'on essaye de la dominer, peut-être qu'à ce moment-là, on est complètement dans le faux. En moralité, du coup, ça nous pose la question, encore une fois, ici de notre responsabilité, mais face à la nature.
Est-ce que si la nature nous est hostile, on a une responsabilité vis-à-vis d'elle, ou au contraire, aucune responsabilité, on peut la détruire? Ou si elle nous est pas hostile et qu'au contraire, il faut en prendre soin, quelle est notre responsabilité face à elle? Là, il y a un enjeu moral qu'on vit au quotidien. Ensuite, du point de vue des sciences, si la nature nous est hostile, bah, ça nous rend beaucoup plus difficile la tâche d'avoir des connaissances sur la nature. Si la nature nous résiste, si la nature nous empêche de mieux connaître le monde, eh ben, elle nous empêche de faire, par exemple, de la physique. Physique, ça vient de physis, la connaissance de la nature. Est-ce que ça peut poser question dans les arts? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le cadre des arts où il y a un enjeu? Bah, peut-être du côté de la représentation de la nature, la façon dont on représente la nature dans les arts. Si la nature, c'est quelque chose qui est considéré comme hostile à l'homme, eh ben, elle va être représentée comme quelque chose de menaçant, de sombre. Hegel dit la nature, c'est la nuit de l'esprit. Donc on voit vraiment quelque chose de dur, de sans pitié. À l'inverse, si on considère que la nature, c'est pas du tout quelque chose d'hostile à l'homme, et c'est même quelque chose de plutôt harmonieux, ça va être représenté complètement différemment. Il y a un film où ça se voit de façon extrêmement claire, c'est le film Avatar de James Cameron, où, du point de vue des Marines américains qui déboulent sur Pandora, bah, vous avez une première vision de la nature, où toutes les créatures essayent de manger toutes les créatures, et c'est un peu un enfer à ciel ouvert. Et puis sitôt qu'on passe du côté des navis, cette fois-ci, la nature est vue comme quelque chose de luminescent, de beau, de féerique, et on change complètement la façon dont on représente la nature. Donc ça, ce sont nos enjeux. Ensuite, on peut se poser la question de est-ce que ce sujet a un ou des présupposés? La nature est-elle hostile à l'homme? Là, on peut partir dans plusieurs directions. Ce qui semble le plus évident, c'est la question de la valeur. Dire que la nature serait peut-être hostile à l'homme, c'est donner une valeur plutôt négative à la nature. Puisque l'hostilité, c'est un mot qui est très fort, c'est le fait qu'on est dans le combat, dans l'affrontement. Et donc, sans même aller jusqu'à la question d'hostilité, le sujet présuppose que la nature, c'est quelque chose qui est vraiment pas toujours positif. Donc il y a une question de valeur. Mais il y a un présupposé qui, pour moi, est encore plus fort, qui repose sur la différence. Pourquoi? Parce que notre sujet, en disant d'un côté la nature, de l'autre côté il y a l'homme et il y a une possible hostilité, eh ben, ce sujet nous dit il y a une différence. La nature est différente de l'homme. Alors que c'est pas du tout évident. Peut-être que la nature et l'homme sont une même chose. Et auquel cas, parler d'hostilité devient complètement absurde et contradictoire. Donc on va garder ce présupposé en tête, mais on va savoir qu'il repose sur celui-là, qui est un présupposé de différence. Et donc ça va nous aider à penser notre opposition de définition. Et on l'a vu à la fois avec nos enjeux et nos présupposés. Là, on part sur deux définitions différentes de la nature. D'un côté, on va avoir la définition qui est sous-entendue par le sujet. La nature, c'est un espace extérieur. C'est quelque chose qui est extérieur à l'homme. C'est quelque chose qui va être dangereux. C'est quelque chose qui va être autre, on va être dans l'altérité. Et c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Il faut gagner la guerre contre la nature. Voilà, ça c'est la première définition. Et à ce moment-là, on dit oui, oui, la nature est hostile à l'homme, et du coup, il faut la dominer, on n'a pas de responsabilité vis-à-vis d'elle, etc., etc. Mais ensuite, on a une deuxième définition de la nature qu'on a vue là quand on a parlé par exemple de Pandora dans Avatar, c'est une vision de la nature comme un tout harmonieux. Et c'est pas juste un tout harmonieux qui serait extérieur à nous, c'est un tout harmonieux dont nous faisons partie. Et à ce moment-là, ça devient complètement absurde de dire que la nature est hostile à l'homme, puisque l'homme en fait partie. Il ne peut pas y avoir de guerre de l'homme contre la nature. Ou sinon, ça devient une guerre de l'homme contre lui-même. Et donc on voit, à partir de ces deux définitions, qu'on peut d'emblée partir sur une problématique. Et cette problématique, on repart de cette forme-là, définition 1 ou définition 2,
Donc dans notre cas ici, notre sujet c'est la nature est-elle hostile à l'homme et notre problématique c'est la nature est-elle un espace extérieur à l'homme qui serait dangereux et qu'il devrait dominer, ou est-elle au contraire un tout harmonieux dont l'homme fait partie et dont il a la responsabilité? Et voilà pour ce second sujet. Pour notre dernier sujet aujourd'hui, on va en prendre un qui vient de série S, qui date de 2006 et qui est d'actualité aussi. La raison entre-t-elle nécessairement en conflit avec la religion? Pas un sujet facile. On commence par nos enjeux. Toujours la même chose. Donc on a fait notre petit embuscade du sujet pour bien se rappeler comment ça fonctionne. Puis on passe aux enjeux. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de savoir si la raison va entrer en conflit avec la religion? Bah, d'emblée, il y a la question politique qui nous vient en tête. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, souvent c'est que on est dans le domaine de la guerre, on est dans le domaine de la confrontation, et là, il y a un vrai sujet en politique qui est la place de la religion dans la société. En fonction de si la raison est en conflit ou pas avec la religion va occuper une place différente dans notre société. On va lui donner plus ou moins de place. Et en particulier, est-ce que la religion va pouvoir avoir un impact sur la façon dont on décide des lois? Est-ce qu'on considère que la religion est en dehors du champ de la raison et auquel cas elle n'a pas du tout son mot à dire pour les lois? Ou au contraire, est-ce qu'on considère que la religion peut avoir des arguments politiques et auquel cas on va l'écouter pour faire la loi? Ensuite, en morale, forcément, ça va avoir des enjeux hyper importants, puisque la religion va avoir des injonctions dans le champ de la morale. Elle va dire tu dois faire cela, tu ne dois pas faire cela. Et le problème, c'est que la raison aussi va avoir des injonctions morales. Par exemple, Kant, avec son impératif catégorique, nous montre que euh, en nous, on a une voie morale, une conscience morale, une raison morale qui va avoir elle-même des injonctions morales. Donc, qu'est-ce qui prime? Est-ce que ça va être la morale de la raison ou la morale de la religion? Là, c'est un enjeu hyper important. Est-ce que ça peut avoir un enjeu dans le champ des arts? J'en vois pas forcément là tout de suite, et on n'est pas obligé d'en trouver partout. Donc je me mets ça. Peut-être que plus tard dans ma copie, je trouverai un exemple ou quelque chose, mais pour le moment, je suis pas obligé d'avoir des enjeux pardon, sur tous les domaines. Et enfin, sur la question des sciences, sur la question des sciences, c'est juste capital la différence entre la raison et la religion. Parce qu'il y a une prétention à dire la vérité. Qui dit la vérité? Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est la religion? Et si on dépasse cette question-là, s'il n'y a pas de conflit entre la raison et la religion, quelle est la place de la religion dans le fait de dire la vérité? Quelles sont les limites de la raison pour dire la vérité? Là, il y a un sujet vraiment très très important. Et donc on voit à travers ces trois enjeux que cette question, elle est fortement d'actualité et on peut vraiment mettre des exemples concrets ici sur des situations où la religion a eu telle prétention, la raison a eu telle prétention, et en quoi ça va être du coup un sujet important pour une société comme la nôtre. Donc, nos enjeux, c'est fait. Ensuite, on passe à la question du présupposé. Je répète le sujet, la raison entre-t-elle nécessairement en conflit avec la religion? Tout est dans le nécessairement, puisque le nécessairement, il vient nous dire, bah en fait, il y a un conflit entre la raison et la religion, et on va se poser la question de, est-ce que ce conflit, il est forcément nécessaire? Est-ce qu'on peut imaginer les choses différemment? Mais le sujet, il va présupposer l'existence du conflit. Il y a un conflit. Or, c'est pas du tout évident. Peut-être même que la raison, elle est fondamentalement religieuse, ou que au cœur de la religion, il y a de la raison. Et il faut vraiment, même si vous avez une opinion très claire là-dessus,
On est en philosophie et du coup, il faut aussi être capable de penser contre soi-même et contre ses propres présupposés et se dire: «Mais moi, ce que je pense, c'est pas le sujet». Là, on se pose la question de: «Mais est-ce que c'est si évident que ça? Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce que forcément la raison s'oppose à la religion?» Et donc on voit que, à partir de ce présupposé, on va pouvoir faire 2 définitions différentes de la raison. On va avoir la raison qui est un peu présupposée par le sujet, qui est la raison comme prétention à connaître le monde et à dire la morale. Et cette prétention, elle est du coup universelle. Donc on imagine la raison presque comme principe universel, de logique universelle qui nous permet de tout connaître et de tout construire. Et du coup, on voit que en tant que principe universel, ça peut s'opposer à la religion qui vient apporter d'autres principes universels. Mais on peut avoir une deuxième définition de la raison, beaucoup plus humble. Ça va être la raison comme simple faculté. Faculté qui permet de penser logiquement. Et là, on voit que bah, la raison, elle n'est pas forcément opposée à la religion. Et si on se plonge, par exemple, dans l'histoire des religions monothéistes, on voit qu'il y a beaucoup de théologiens, donc par exemple, saint Thomas d'Aquin, du côté, musulman, on peut penser à Averroès, qui ont dit: «Bah, moi, je veux une religion de la raison, dans laquelle la faculté de penser logiquement joue un rôle» et où ils ont essayé d'avoir vraiment une pensée de la religion qui s'appuie sur cette raison-là. Et inversement, si c'est, juste une faculté qui permet de penser logiquement, bah, peut-être que cette faculté, elle a des limites, qu'elle n'est pas capable de tout penser logiquement. Par exemple, est-ce qu'elle est capable de penser l'idée de Dieu de façon logique? Ou est-ce que ça, c'est juste le domaine de la foi? Et on voit que la raison peut concéder parfaitement à la religion, le fait d'avoir un domaine qui est le sien, sans vouloir forcément la combattre dans ce domaine-là. Et donc à partir de ces 2 définitions, on peut arriver à une problématique qui, comme on l'a vu, est le fait de positionner une définition ou l'autre. Donc vous pouvez formuler votre problématique ainsi, en disant: «La raison est-elle une prétention universelle à tout connaître et réguler, ou est-ce une simple faculté qui a ses propres limites et qui doit reconnaître le champ des autres pensées humaines?» Et là, vous avez quelque chose qui vous permet de balancer votre réflexion dans la copie, balancer dans le sens dans une balance, et qui vous permet aussi de bien pointer du doigt le fait qu'il y a un présupposé et que si la raison est une simple faculté, à ce moment-là, elle peut parfaitement s'entendre avec la religion. Et voici pour ces 3 sujets. Si vous suivez bien tous ces conseils et que vous vous entraînez régulièrement, vous avez toutes les cartes en main pour construire des problématiques solides et réussir le jour du bac. Ce qu'il vous reste à faire, c'est continuer à vous entraîner et n'oubliez pas, une bonne problématique, c'est la moitié du travail de la dissertation qui est déjà accompli. Je vous souhaite bonne chance pour le bac et à bientôt pour d'autres vidéos philosophiques.